Bienvenue dans votre session d'information. À présent, les titres de cette édition. En Afrique du Sud, une nouvelle loi sur l'expropriation bientôt adoptée par le Parlement sud-africain. À la découverte d'Ake Olokan, cet artiste togolais inspiré par la forêt. Nous parlerons également de la vague de froid qui sévit en ce moment en Europe, bilan une 50aine de morts. Et face au Brexit, l'option de la citoyenneté britannique est celle qui s'offre aux citoyens européens vivant en Angleterre. Vous êtes sur la télévision francophone chrétienne, je vous dis bonsoir et bienvenue. Au Bénin, le bras de fer se poursuit entre les fonctionnaires grévistes et le gouvernement. Pour répondre aux ponctions sur les salaires opérés par le gouvernement, les grévistes ont décidé de durcir et de prolonger leur mouvement de protestation. Élément vidéo. Au Bénin, les défalcations opérées par le gouvernement sur les salaires des enseignants et magistrats grévistes durcissent la fronde sociale. Depuis le 26 février, une grève de protestation des magistrats de 5 jours reconductibles a été lancée pour exiger la rétrocession de l'intégralité des fonds défalqués sur leurs salaires du mois de février 2018. Au tribunal de première instance et à la cour d'appel de Cotonou, ce mouvement s'est traduit par la suspension des audiences. Au niveau du secteur de l'éducation, les syndicats des enseignants ont décidé de passer de 72 heures à 96 heures de grève à compter du mardi 6 mars 2018. Lorsque vous observez un mouvement de grève sur la base des revendications qui portent sur des principes, des libertés, il ne devait pas avoir de défalcation. Lorsque même vous observez des mouvements de débrayage et que vous n'avez pas satisfaction, il ne devait pas avoir de défalcation. Mais le gouvernement a outrepassé tout ça. Ils ont fait des retenues sur salaire. Les confédérations syndicales estiment que les défalcations opérées par le gouvernement violent l'article 25 de la loi portant exercice du droit de grève au Bénin. Au cours de leur rentrée politique effectuée ce mardi 27 février 2018, les députés du bloc de la majorité présidentielle ont recommandé aux travailleurs la reprise du dialogue social. Est-ce que on ne pouvait pas, lorsqu'on n'est pas d'accord, est-ce qu'on ne pouvait pas aller devant le juge administratif? Si le juge administratif dit que le gouvernement a une mauvaise lecture de cet article, les défalcations seront restituées immédiatement. En dehors de ces ponctions sur les salaires, la non-adoption des statuts particuliers des enseignants du primaire et du secondaire constitue entre autres le point d'achoppement des négociations entre les centrales syndicales et le gouvernement. Rappelons que les syndicats de la justice organisent une assemblée générale ce vendredi 2 mars 2018 pour faire une évaluation et trouver d'autres stratégies de lutte afin d'exprimer davantage leurs revendications. Des expropriations de terres dans un contexte légal, c'est ce à quoi l'on va bientôt assister en Afrique du Sud. Un texte de loi qui prévoit de redistribuer des terres aux Noirs a été adopté par le Parlement sud-africain. Reportage. Le Parlement sud-africain adopte un texte qui prévoit des expropriations des terres au profit de la majorité noire du pays, sans verser d'indemnité aux propriétaires. Le texte, présenté par le parti d'extrême gauche des combattants de la liberté économique, a été adopté à une majorité de 241 voix pour et 83 contre la proposition. Le gouvernement espère ainsi corriger les inégalités raciales en ce qui concerne la propriété foncière dans le pays. Les propriétaires terriens, qui une fois de plus sont blancs et sont minoritaires, ne veulent pas se dessaisir de ce qu'ils ont acquis historiquement par la force. La répartition foncière actuelle en Afrique du Sud n'est pas du tout le résultat de mécanismes économiques. C'est le résultat des guerres de conquête au cours du 19e siècle. Après la chute du régime de l'apartheid en 1994, les possessions foncières des agriculteurs noirs ont augmenté dans certaines des provinces les plus fertiles du pays. Les agriculteurs noirs possèdent 74% de la terre au KwaZulu-Natal et 52% au Limpopo. Une progression de la propriété foncière en faveur de la majorité noire du pays, obtenue grâce à des efforts du gouvernement pour redistribuer équitablement les terres agricoles dans le pays. Tant que cette réforme foncière n'est pas accomplie, le gouvernement de la majorité sera mis sous une pression intense, d'autant plus que beaucoup de Noirs ont acquis la citoyenneté, mais cette citoyenneté reste, disons, théorique tant qu'ils n'ont pas accès à
à la propriété. À elle seule, l'île Maurice a bénéficié de 90% des investissements directs indiens vers l'Afrique entre 2008 et 2016. Le pays a reçu 47,6 milliards de dollars sur un total de 52 milliards de dollars alloués à l'Afrique par l'Inde. Élément vidéo. Face au grand rival chinois, l'Inde continue de renforcer son influence économique en Afrique. Et contrairement aux idées reçues, le pays de Gandhi n'investit pas n'importe où, principalement en Afrique australe, Kenya, Tanzanie, mais aussi en Afrique du Sud. Mais un pays africain concentre la majeure partie des investissements indiens, il s'agit de l'île Maurice. Le pays aurait raflé 90% des investissements indiens vers l'Afrique entre 2008 et 2016, soit environ 47,6 milliards de dollars, sur un total de 52,6 milliards de dollars investis sur le continent, selon le centre de recherche indien Observer Research Foundation. En matière d'investissement en Afrique, l'Inde s'intéresse à un secteur bien précis, celui très convoité des ressources naturelles, comme le confirmait il y a encore quelques jours le ministre indien du pétrole et du gaz. Les investissements de l'Inde sont là, au Soudan du Sud, au Mozambique, au Nigeria. Nous importons une grande partie de nos besoins du Nigeria. Nous considérons donc l'Afrique comme la plus grande opportunité pour l'Inde. Le prochain sommet Inde-Afrique se tiendra en 2020. En attendant, l'Inde continue d'accroître son engagement sur le continent avec comme objectif de rattraper son retard avec la Chine. C'est à Tsévié, en plein cœur de la forêt, à une vingtaine de kilomètres de la capitale togolaise Lomé, que l'artiste, sculpteur et plasticien togolais Ake Olokan a installé son quartier général. Avec un apprenti et un gardien qui ont accepté comme lui cette vie d'ermite, il y travaille au quotidien à donner vie à certains chefs-d'œuvre. Élément vidéo. C'est à Tsévié, en plein cœur de la forêt, à une vingtaine de kilomètres de la capitale togolaise Lomé, que l'artiste sculpteur et plasticien togolais Ake Olokan a installé son quartier général. Avec un apprenti et un gardien qui ont accepté comme lui cette vie d'ermite, il y travaille au quotidien à donner vie à certains chefs-d'œuvre. J'étais avec la paille, avec des bouches de vache. Maintenant, je vis au milieu de la forêt, au parc Adjita. Je reçois toutes grandes personnes avec de bonnes suggestions, avec de bonnes visions. Donc, quand je me réveille le matin au parc Adjita, je me demande, c'est avec quoi je vais travailler. Si c'est la brousse, je récupère les herbes, des feuilles, que je connais les vertus, tout ce que je vois, que je peux utiliser, ce que j'utilise. Donc, je suis au-delà maintenant de la création qu'on dit. On parle maintenant de la dimension spirituelle qui crée là. Ake Olokan est un artiste sculpteur. Dans son parc, on y retrouve une multitude d'œuvres, des masques traditionnels, des sculptures qui retracent la nature humaine ou encore des animaux menacés d'extinction. Il dénonce aussi le phénomène de l'immigration clandestine symbolisé par cette pirogue. Tout d'abord, il y a la pirogue qui parle de l'immigration. Tout le monde a envie d'aller à l'Occident parce qu'il se dit c'est de l'Eldorado. Oui, c'est vrai. Ça dépend de ce que nous voyons sur les médias ou de ce qu'ils nous font voir ou ce qu'ils nous font croire. Mais je me dis, quand tu vis l'expérience, tu te dis non, c'est pas ça. Parce que la fierté de qui nous sommes, c'est nous-mêmes d'abord. Quand tu te vends moins cher, ils vont t'acheter moins cher, personne ne te respectera. Mais quand tu acceptes de vivre ce qu'on appelle la galère, les résultats sont grandioses et fructueux. Les visiteurs apprécient l'œuvre de l'artiste. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Bien sûr que je suis un artiste, mais ce monsieur, il est tellement large, il est sur une autre dimension que je n'arrive même pas à définir. Nous sommes en Afrique. L'Afrique, c'est l'art. Et il a fait des réalisations pas possibles. Quand on parle d'art, c'est une histoire. Et il y a même un là-bas qui j'ai beaucoup aimé et qui parle de l'immigration. Ake Olokan voudrait redonner des couleurs à l'art africain, d'où le travail acharné pour le lancement des rencontres artistiques de la forêt. La page Europe de ce journal, la vague de froid en Europe occasionne de nombreuses pertes en vie humaine. L'on compte déjà une cinquantaine de morts alors que les prévisions météorologiques n'annoncent pas encore la fin de ces intempéries. Reportage.
Une vague de froid sibérien continue de saisir l'Europe. Venise s'est réveillée sous un épais manteau blanc et offre un spectacle rare. Mais les nouvelles chutes de neige qui ont touché le nord et le centre de l'Italie ce jeudi ont paralysé plusieurs villes et causé de fortes perturbations, en premier lieu du côté des transports. En Suisse, l'aéroport de Genève a dû rester fermé pendant plusieurs heures avant de rouvrir à la mi-journée. Plusieurs dizaines de vols ont dû être annulés. Des vents violents associés à des températures glaciales qui ont parfois atteint moins 20 degrés font de cet épisode l'un des plus froids qu'aient connu les pays de l'Union depuis des années. Ces derniers jours, le froid a fait au moins 50 morts sur le sol européen, pour la plupart des personnes sans abri, le plus souvent en Pologne et dans les pays baltes, mais aussi en France où l'on dénombre 4 victimes. La tempête Emma est la pire à avoir frappé l'Irlande et le Royaume-Uni depuis 1991. En France, le mercure est descendu jusqu'à moins 12 degrés dans la nuit de mercredi à jeudi, mais un redout brutal devrait toucher l'Hexagone d'ici la fin de la semaine. Vague de froid en Europe et réchauffement climatique pour le reste du globe. En Antarctique, l'impact des réchauffements climatiques est bien visible et au Chili, comme dans bien de pays, des missions scientifiques étudient ces phénomènes pour éventuellement dégager des solutions aux bouleversements qui attendent le reste de la planète. Compte rendu complet dans cet élément vidéo. Ces rochers sont nouveaux dans le paysage de l'Antarctique. Il y a une dizaine d'années encore, ils étaient entièrement cachés sous l'épaisse couche de glace. C'était avant que le réchauffement climatique ne fasse son œuvre. J'ai eu l'occasion de venir ici pendant 15 ans et à l'échelle d'une vie humaine, on peut déjà constater les changements que provoque le réchauffement climatique. Le glacier Collins laisse apparaître des rochers que l'on ne voyait pas il y a 5 ou 10 ans. Et c'est une preuve directe du recul de ces glaciers et de la perte de masse. Dans cette base scientifique chilienne, plusieurs dizaines de chercheurs travaillent à mesurer les effets de ces bouleversements sur la flore et la faune locale. Ici, le réchauffement de l'eau a provoqué une prolifération d'algues vertes. Ce chercheur étudie comment les crustacés adaptent leur comportement en conséquence. Bien qu'elles soient toutes petites, les algues et les micro-algues sont très importantes pour l'équilibre de la chaîne alimentaire. Elles fournissent des nutriments au reste de l'écosystème et nous savons que la quantité d'espèces dans un même écosystème est très importante pour le maintenir en bonne santé. Mais l'étude du réchauffement en Antarctique pourrait aussi donner des outils pour s'y adapter. Sous ces serres miniatures, Marisol Pizarro étudie comment les plantes de l'Antarctique réagissent à une augmentation artificielle d'1 ou 2 degrés Celsius. Son constat, les mousses résistent bien à ces nouvelles conditions. Un atout qui pourrait servir à d'autres végétaux dans le futur. Nous pourrions transférer un gène lié à la tolérance à la sécheresse à une plante commune comme la laitue ou le riz, afin de donner à cette plante la capacité de tolérer la sécheresse. Par conséquent, elle sera moins affectée par les conditions défavorables dues à la diminution de l'eau dans son environnement. À ce jour, la température de la planète a déjà augmenté de 1 degré et l'Antarctique est l'une des régions du monde qui se réchauffe le plus rapidement. Une course contre la montre pour les scientifiques du monde entier qui travaillent sur le continent blanc. Au Chili, ils n'ont jamais été aussi nombreux à... Parlons finances à présent. En effet, pour faire face au Brexit, de nombreux Européens installés en Grande-Bretagne optent pour la citoyenneté britannique. Ils viennent ainsi grossir les ressortissants de l'Union européenne, espérant assurer leur avenir au Royaume-Uni après, bien entendu, le Brexit. Vidéo. Aujourd'hui, Almudena va devenir une citoyenne britannique. C'est l'aboutissement d'un processus entamé il y a plusieurs mois pour cette mère de famille d'origine espagnole. Et même si elle vit à Londres depuis près de 20 ans, ce n'est qu'après le vote du Brexit qu'elle a entrepris la démarche de naturalisation.
Jusqu'au référendum, je n'avais jamais pensé à prendre la citoyenneté britannique. En tant qu'Européenne, je me sentais très à l'aise ici. Mais maintenant, avec toute cette incertitude, et vu qu'on ne sait pas vraiment où vont les choses, j'ai pensé qu'il valait mieux que je devienne britannique. Comme elle, de nombreux ressortissants de l'Union européenne ont décidé de franchir le pas. Car même si le Royaume-Uni a conclu un accord préliminaire avec Bruxelles, qui garantit le droit des quelques 3 millions de citoyens européens sur son territoire, beaucoup se méfient. Résultat, plus de 38 000 Européens ont demandé la nationalité britannique en 2017, contre seulement 15 000 en 2016. Je connais une dame qui s'est installée ici dans les années 70. Elle est française et l'an dernier, elle a décidé de prendre la nationalité britannique à cause du Brexit. Beaucoup de gens le font pour la même raison. Pour obtenir le précieux passeport, les candidats doivent justifier d'au moins 5 ans de présence au Royaume-Uni et passer un test de culture britannique. Les futurs citoyens doivent ensuite valider leur démarche en participant à une petite cérémonie à la mairie de leur quartier. 1 heure pendant laquelle ils devront jurer allégeance à la reine, s'engager à respecter les valeurs démocratiques du pays ou encore chanter le célèbre hymne God Save the Queen. Dans cette pièce, tout autour de moi, il y avait des gens de toutes les origines. Et c'est ce que j'aime en Grande-Bretagne. C'est un pays très accueillant, surtout à Londres. Et je pense que c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. À l'heure du Brexit, beaucoup de ressortissants européens préfèrent devenir britanniques plutôt que de risquer de perdre certains de leurs droits. Une tranquillité d'esprit qui a un coût, environ 1 500 €. Un mot d'agriculture à présent, longtemps relégué au second plan derrière leur mari, les agricultrices sont de plus en plus nombreuses à la tête de leur propre exploitation en France. Mieux, elles n'hésitent plus à prendre la tête des organisations d'agriculteurs. Reportage. À 40 ans, Nathalie Massé exerce le métier dont elle a toujours rêvé, agricultrice. Mes parents étaient agriculteurs, j'ai toujours eu l'habitude d'aller les aider, d'aller faire mon tour. Voilà, j'adorais ça, être avec les animaux, dans les champs, sur les tracteurs. Donc voilà, depuis toute petite, on me connaît comme voulant être agricultrice quand toutes les autres filles voulaient être secrétaire ou boulangère. Ben non, moi je voulais être agricultrice. Entre ses 80 vaches, ses 3 enfants, ses engagements associatifs et sportifs, Nathalie Massé a dû trouver des moyens pour gagner du temps. Depuis 3 ans, la traite des vaches est entièrement automatisée grâce à 2 robots. L'évolution technique du métier fait qu'aujourd'hui beaucoup de choses sont quand même assez facilitées. Et puis je pense qu'on a cet instinct de prendre les choses différemment des hommes aussi et de chercher à nous simplifier la tâche plutôt que faire des démonstrations de force. Donc on a adapté nos outils pour pouvoir travailler en autonomie. Nathalie Massé se défend de tout combat féministe. Pourtant, elle est élue en 2007, première femme présidente du syndicat Les Jeunes Agriculteurs d'Ille-et-Vilaine. Ça a fait grand bruit à l'époque, première femme. Voilà, les combats féministes ont été menés par les filles qui m'ont précédée dans le syndicalisme et je les en remercie, je l'en ai toujours remercié. Voilà, ça m'a permis de bénéficier des congés maternité pour la naissance de mes enfants. Encore mieux beaucoup mieux que les femmes artisans par exemple. Signe du changement des mentalités, 10 ans plus tard, en 2017, une autre femme est élue à son tour à la tête de la FNSEA, première organisation représentative du secteur agricole. J'ai pas envie d'avoir cette image de la blouse et des bottes, quoi. On n'est plus agricultrice comme ça aujourd'hui pour mon idée. Voilà, on est Madame tout le monde avec un métier qui est agricultrice. Mais voilà, ça ne nous empêche pas d'être féminine le reste du temps. En 50 ans, la part des exploitations agricoles gérées par des femmes a plus que doublé en France. Aujourd'hui, une exploitation sur 4 a une femme à sa tête. Une progression qui pourrait se poursuivre. Dans l'enseignement agricole, presque la moitié des élèves sont aujourd'hui des filles, un nombre en constante augmentation. Parlons technologie de l'information et de la communication et toujours en France. Les crèches privées sont de plus en plus en vogue et pour se démarquer, l'on se lance dans les innovations allant à expérimenter une crèche 4.0 truffée d'objets connectés. Sujet dans cet élément. Un appareil pour mettre automatiquement des surchaussures aux pieds des papas et des mamans. Bienvenue à la crèche Secret d'enfants en plein cœur de Paris.
une crèche privée qui a ouvert en septembre et se veut pilote en matière d'innovation. Mur végétal, cours de sophrologie à destination des parents, table lumineuse, communication en langage des signes et en anglais. La petite quarantaine d'enfants a droit aux dernières nouveautés, comme par exemple cette salle de repos où on leur projette des nuages sur fond de musique douce. C'est pour créer un environnement, une atmosphère apaisant pour l'enfant. Parce qu'il y a des moments où il a besoin de se recentrer sur lui-même et de pouvoir du coup être tranquille, pour pouvoir jouer. Si le Wi-Fi reste pour le moment strictement interdit, les nouvelles technologies font petit à petit leur apparition, avec déjà un robot aspirateur ou encore de premiers jeux vidéo. Attention, voilà. The green. Just burst the button on this one. Bien que toute récente, cette crèche parisienne n'est qu'une ébauche de la crèche du futur imaginée par ses dirigeants. Au programme, des murs interactifs, des hologrammes ou encore une tétine connectée pour indiquer la fièvre de l'enfant. Ces objets-là, ils existent, donc autant les tester, les utiliser intelligemment, faire en sorte qu'ils puissent aussi garantir la sécurité et le contrôle finalement des données. Alors souvent c'est sur des données paramédicales, ce qui est important aussi. Et après, la limite, elle sera toujours à quoi ça sert pour l'enfant et à quels besoins ça répond. Selon certains pédopsychiatres, le recours aux écrans ne doit pas dépasser 10 minutes en dessous de 3 ans et doit toujours se faire en complémentarité des jouets traditionnels. Après quelques mois d'expérimentation, ses parents veulent rester vigilants, mais ils apprécient l'esprit. La salle où on les apaise quand vraiment ils ont une crise et tout ça, je trouve ça génial. En fait, on voit que l'enfant redescend tout de suite, qu'il passe tout de suite à autre chose et il n'y a pas de notion de stress en fait. J'avais en tête tout ce qui était objet connecté et en fait c'est pas principalement les principales innovations de la crèche, c'est beaucoup sur les façons de faire, le fait qu'il y ait de la zénitude entre guillemets. Des parents de plus en plus séduits par ces formules innovantes, mais encore faut-il trouver des places. Aujourd'hui, seuls 16% des enfants de moins de 3 ans sont accueillis en crèche. Au Parlement européen, une enquête officielle a été autorisée pour faire la lumière sur la nomination du nouveau secrétaire général de la Commission, Martin Selmayr. Plusieurs députés, pourtant, soupçonnent une procédure biaisée. Reportage. Voici l'homme qui crée la polémique depuis plusieurs jours. Martin Selmayr, ancien chef de cabinet de Jean-Claude Juncker, soudain promu secrétaire général de la Commission. Une nomination qui a surpris tout le monde, à tel point que le Parlement a voté l'ouverture d'une enquête officielle. Ce n'est pas normal que les commissaires qui décident des postes à responsabilité n'étaient pas au courant avant la réunion que ce point était à l'ordre du jour. La nomination du nouveau secrétaire général n'était pas à l'ordre du jour. Les commissaires n'ont pas pu en discuter à l'avance de façon informelle pour décider qui serait le meilleur candidat. À ce stade, rien d'illégal, mais certains dénoncent une promotion trop rapide. Selmayr a été nommé secrétaire général adjoint, puis secrétaire général dans la même journée. Selon ce journaliste du quotidien Libération, les règles de sélection ont été ignorées. Ce poste, normalement, était destiné à un Français. Et à Paris, je ne vous le cache pas, on est furieux de ce qui vient de se passer. Mais à Berlin aussi, parce que la chancelière s'était engagée auprès d'Emmanuel Macron à ce que ça soit un Français qui soit nommé à ce poste. Donc non, chercher la main d'un État, non, c'est juste de l'ambition personnelle poussée à son maximum. Avec cette nomination, 3 des 4 grandes institutions européennes sont désormais dirigées par des Allemands, une situation qui crée un déséquilibre dans la répartition des plus hauts postes européens. Dernier élément vidéo de ce journal au Pakistan, pays conservateur, la virilité doit être assumée. Le poil fourni et la moustache abondante. Mais de nouvelles tendances apparaissent dans les grandes villes où les salons de beauté pour hommes ouvrent peu à peu. Les clients s'y voient proposer même des soins du visage, de pédicure, de manucure et de massage. Reportage. Pilosité soignée, crinière impeccable. Au Pakistan, les hommes aussi prennent soin d'eux. Ce salon de beauté d'Islamabad leur propose massage, épilation et pédicure. Je pense que les hommes ont tout autant le droit d'être beaux, d'être soignés. Les temps ont changé, il ne s'agit plus seulement d'être coiffé. La tendance est récente dans le pays très conservateur.
Dans les zones rurales, ce sont les règles islamiques qui régissent la longueur des barbes. Mais dans les grandes villes, les réseaux sociaux ont changé le rapport à sa propre image. Je viens ici toutes les 2 à 3 semaines tout au plus. Mais je fais toujours en sorte de venir me faire une manucure, une coupe, un soin du visage, c'est tout. Une bonne nouvelle pour l'industrie des produits de beauté. Cette chaîne de pharmacie pakistanaise a vu ses ventes de cosmétiques multipliées par 1000 les 20 dernières années. Et selon le PDG, le marché des produits pour hommes suit la tendance. Je pense qu'une révolution est en marche dans les psychés des hommes au Pakistan. Ils font beaucoup plus attention à leur physique, leur peau, leurs cheveux, leur style vestimentaire. C'est une grande révolution. Une révolution rendue possible par l'expansion rapide de la classe moyenne pakistanaise, car ces soins ont un prix. Les séances ici coûtent en moyenne 10 €, soit 7 fois plus qu'une visite chez un coiffeur traditionnel. Mais ces Pakistanais urbains sont prêts à débourser davantage pour un look au poil. Fin de ce rendez-vous de l'information préparé par l'ensemble de la rédaction de votre télévision francophone chrétienne. Merci de nous avoir suivis. Prochaine séance d'information en compagnie de Fadel Koulaï. Bonne suite de programme et n'oubliez pas de faire de Dieu votre partage.